Le silence dans mon appartement était si complet que je pouvais entendre le ronronnement du réfrigérateur à 3 pièces de là. Assise en tailleur sur mon canapé usé, une tasse de chocolat chaud désormais froid posée en équilibre sur mes genoux, je fixais le petit sapin artificiel que j'avais installé sur la table basse. Ses branches en plastique ployaient sous le poids des décorations que j'avais collectionnées au fil des années, au cours de Noël qui me semblait de plus en plus solitaire. Dehors, la neige tombait en épaisse nappe sur Brooklyn, enveloppant la ville d'un manteau presque paisible. C'était la veille de Noël, presque minuit, et j'étais exactement là où j'avais été ces 3 dernières années, complètement seul. Mon téléphone, elle était posé face vers le bas sur le coussin à côté de moi, silencieux. J'avais désactivé les notifications il y a plusieurs heures, incapable de supporter une autre photo de famille joyeuse de mes amis de l'université ou un autre selfie de fête de mes collègues qui avaient cessé de m'inviter après cela. J'avais refusé trop de fois. Ce n'était pas que je ne voulais pas de relation. J'en avais envie avec une douleur qui vivait en permanence dans ma poitrine. Mais après la mort de mes parents dans cet accident de voiture il y a 5 ans, après le départ de mon unique frère à Singapour pour le travail, après l'implosion de ma dernière relation lorsqu'il a admis qu'il ne pouvait pas supporter mon chagrin, j'avais appris qu'il valait mieux être seul que d'être déçu par des gens qui promettaient de rester. Je suis donc resté chez moi. Je travaillais à distance comme analyste de données, je commandais mes courses en ligne et je me suis construit une vie si petite et si confinée que rien ne pouvait m'atteindre, rien ne pouvait me blesser. C'était sûr, c'était étouffant, c'était tout ce que j'avais. J'ai porté la tasse à mes lèvres, grimaçant devant la douceur froide, quand 3 coups secs ont résonné dans mon appartement. Mon cœur s'est arrêté. Je n'attendais personne, je n'attendais jamais personne. Pendant un instant, je me suis demandé si j'avais imaginé cela, si la solitude avait finalement franchi la ligne vers l'hallucination auditive. Puis les coups ont retenti à nouveau, plus insistants que cette fois-ci et indéniablement réels. J'ai posé la tasse avec des mains tremblantes et j'ai traversé la pièce jusqu'à la porte, mes pieds nus silencieux sur le parquet. À travers le Judas, j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas, grand, large d'épaules, vêtu d'un manteau noir qui semblait coûteux et était saupoudré de neige. Son visage était partiellement masqué par l'angle, mais j'ai remarqué la ligne anguleuse de sa mâchoire, ses cheveux foncés et quelque chose dans sa posture qui suggérait une violence contenue, à peine maîtrisée. « Qui est là ?» ai-je demandé à travers la porte, d'une voix embarrassante de faiblesse. « Je m'appelle Donato Testa. » Sa voix avait un accent profond. « Italien, ai-je pensé, et elle dégageait une autorité qui donnait envie d'obéir sans comprendre pourquoi. « Je dois vous parler. C'est à propos de votre voisine, Madame Calibresi. » Madame Calibresi, la vieille dame qui habitait 2 portes plus loin, qui me souriait toujours dans le couloir, qui m'avait invité 3 fois à son repas de Noël et avait accepté mes refus polis avec élégance. L'inquiétude a pris le pas sur ma prudence. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien? Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Il y avait quelque chose dans son ton, pas tout à fait suppliant, mais presque. Je vous promets que je ne vous ferai aucun mal, mais nous devons parler et je préfère ne pas le faire à travers 3 centimètres de bois. Mon instinct de survie me criait d'appeler le 911, de laisser la porte fermée à clé, de faire comme si je n'avais jamais entendu frapper. Mais mon inquiétude pour Madame Calibre l'emporta sur ma peur. Je retirai la chaîne, tournai le verrou et ouvris la porte juste assez pour le voir correctement. Il était bouleversant. Ce fut ma première pensée cohérente. Des yeux sombres qui semblaient presque noirs dans la faible lumière du couloir, des traits anguleux qui semblaient sculptés dans le marbre, et une présence qui semblait remplir tout le couloir alors qu'il se tenait parfaitement immobile. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a donné la chair de poule, et j'ai soudain pris conscience de mon pyjama en flanelle et de mon chignon en bataille. « Nadia Volulkov » a-t-il demandé. Le fait qu'il connaisse mon nom aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, je me suis simplement senti fatigué. « Oui, qu'est-ce qui ne va pas avec Madame Calibresi? Puis-je entrer? » « Ce dont je dois vous parler est délicat. Parlez-moi d'abord de Madame Calibresi. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, peut-être en signe d'appréciation pour mon obstination. Elle passe Noël avec son fils dans le New Jersey, mais elle m'a demandé de prendre de vos nouvelles. Elle s'inquiétait de vous savoir seul. La gentillesse de cette déclaration m'a touché plus profondément que n'importe quelle menace. Madame Calibresi,
que j'avais rejeté à plusieurs reprises, pensait toujours à moi, s'inquiétait toujours. Cette gentillesse inattendue m'a serré la gorge. Je vais bien, ai-je réussi à dire. Vous n'aviez pas besoin de venir jusqu'ici juste pour... Je ne suis pas venu juste pour cet homme. Son expression changea. Quelque chose de plus sombre se glissa dans son regard. Je suis venu parce que j'ai besoin de votre aide et parce que vous êtes en danger, même si vous ne le savez pas encore. Les mots restèrent suspendus dans l'air froid du couloir entre nous. Derrière lui, je pouvais voir la neige tomber derrière la fenêtre du couloir, paisible et inconsciente de la menace qu'il laissait entendre. J'aurais dû claquer la porte. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû faire n'importe quoi d'autre que ce que j'ai fait, à savoir reculer et lui faire signe d'entrée. 5 minutes, ai-je dit. Ensuite, vous partez. 5 minutes. Il a franchi le seuil et j'ai senti son parfum. Quelque chose de cher et de sombre, comme le cèdre et la fumée. Merci. Je fermai la porte, mais sans la verrouiller. Il me semblait important de garder une issue de secours. Donado Tessa se tenait dans mon petit salon, complètement déplacé. Son manteau coûteux et son pouvoir évident contrastaient fortement avec mes meubles d'occasion et mes décorations bon marché. Il examina la pièce avec la même intensité qu'il m'avait examiné, et j'eus le sentiment désagréable qu'il cataloguait tout, établissait un profil, évaluait. « Vous vivez seul, dit-il sans poser de questions. »« Oui, de quel danger parlez-vous » Il a tourné ses yeux sombres vers moi, et j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Du calcul, de l'inquiétude, ou peut-être simplement de la fatigue. De près, j'ai remarqué des détails qui m'avaient échappé dans le couloir. La légère cicatrice sur sa pommette gauche, les mèches argentées dans ses cheveux foncés au niveau des tempes, la façon dont ses mains restaient détendues le long de son corps, mais prêtes à agir, comme un boxeur entre 2 rounds. Savez-vous ce que je fais dans la vie, Nadia? Devrais-je le savoir? La plupart des gens dans ce quartier le savent. Je dirige certaines opérations, des affaires qui se situent à la frontière entre la légalité et l'illégalité. Ma famille contrôle certaines parties de Brooklyn depuis 3 générations. Il le dit calmement, d'un ton neutre, comme s'il parlait de la météo. Le mot que les gens utilisent généralement est « mafia », mais je préfère considérer cela comme une protection de la communauté. Ma bouche s'est asséchée. Vous me dites que vous êtes un mafieux? Je vous dis que je suis un homme qui a des ennemis. Et l'un de ces ennemis a décidé de s'en prendre à moi en s'attaquant aux personnes qui vivent dans cet immeuble. Madame Calibrassi est sous ma protection. Son défunt mari travaillait pour mon père. Mais vous, il s'est approché et j'ai lutté contre l'envie de reculer. Vous êtes vulnérable. Vous êtes seul. Vous êtes exactement le genre de personne que quelqu'un utiliserait pour envoyer un message. Je ne comprends pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais rien de votre monde. Pourquoi quelqu'un me prendrait-il pour cible? Parce que vous vivez dans cet immeuble. Parce que vous êtes isolé. Parce que faire du mal à des innocents, c'est la façon dont opèrent les hommes comme mon ennemi. Il serra la mâchoire. Il s'appelle Victor Koff. Il essaie de prendre le contrôle de mon territoire depuis 6 mois. Jusqu'à présent, j'ai contré toutes ses tentatives. Il change donc de tactique et s'en prend à des civils pour me faire passer pour un faible, pour prouver que je suis incapable de protéger mon propre quartier. Je secouai la tête, essayant de comprendre. C'est fou. Ce genre de choses n'arrive pas à des gens comme moi. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Il fouilla dans son manteau et je me crispais, mais il ne fit que sortir son téléphone. Il a tapoté l'écran plusieurs fois, puis me l'a tendu. Cette photo a été prise il y a 4 heures devant cet immeuble. J'ai regardé l'écran. L'image montrait une berline noire garée de l'autre côté de la rue. Et même si l'angle ne permettait pas de voir à l'intérieur, il y avait quelque chose de menaçant dans la façon dont elle était garée là. Le moteur tournait, le pot d'échappement était visible dans le froid. Cette voiture est là depuis 20 âges, a poursuivi Donado. Il y a 3 hommes à l'intérieur. Ils surveillent le bâtiment. Plus précisément, ils surveillent les appartements des personnes qui vivent seules. Vous, l'étudiante au 4e étage, le comptable divorcé au 3e. Il a remis le téléphone dans sa poche. J'ai des gens qui les surveillent pendant qu'ils vous surveillent, mais cela ne fonctionne que jusqu'à ce qu'ils passent à l'action. Alors, appelez la police. La police ne peut pas vous aider, pas contre Victor Clough. Il possède la moitié du quartier. L'expression de Donado s'est légèrement adoucie. Je sais que c'est bouleversant.
Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais Madame Calibrassi me fait confiance. Et elle m'a demandé de veiller à votre sécurité. Je suis donc ici pour vous proposer un choix. Quel choix? Vous pouvez rester ici seul et espérer que mes hommes repèrent toute menace avant qu'elle ne vous atteigne. Ou, dit-il en marquant une pause pour peser ses mots, vous pouvez venir avec moi ce soir chez moi, où je peux garantir votre sécurité jusqu'à ce que cette situation soit résolue. J'ai ri d'un rire sec et incrédule. Vous voulez que je rentre chez moi avec un inconnu qui vient d'admettre être un criminel? C'est ça votre idée de la sécurité? Je veux que vous surviviez à Noël. Peu importe ce que vous pensez de moi, je tiens une parole. Et je vous donne ma parole que si vous venez avec moi, personne ne vous touchera. Vous serez mon invité chez moi, avec votre propre chambre, votre propre espace, une autonomie totale. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser te garder en vie. Pendant combien de temps? Une semaine, peut-être deux, le temps qu'il faudra pour régler le problème avec Clove. Il a étudié mon visage. Je sais ce que tu penses, que je représente une plus grande menace qu'un danger hypothétique, que tu préfères tenter ta chance seul plutôt que de faire confiance au diable que tu viens de rencontrer. Mais Nadia, il a prononcé mon nom comme s'il le disait depuis des années. Je fais ça depuis longtemps. Il s'éclaircit la gorge. Je sais comment les hommes comme lui font passer leur message. J'ai vu les conséquences. Je ne veux pas que ça t'arrive. Il y avait quelque chose dans sa voix, une inquiétude sincère, peut-être même de la peur, qui a balayé mon scepticisme. Ce n'était pas du cinéma. Il croyait vraiment que j'étais en danger. Et plus encore, il semblait vouloir m'en protéger. Pourquoi? Ai-je murmuré. Pourquoi vous souciez-vous de ce qui m'arrive? Pendant un instant, son expression contrôlée s'est fissurée et j'ai vu quelque chose de brut en dessous. Parce que Man Calibra m'a demandé de veiller sur vous, parce que vous êtes innocente dans une guerre que vous n'avez pas demandée, et parce qu'il a cessé de chercher ses mots, parce que je suis fatigué de voir des gens bien souffrir à cause d'hommes mauvais. Parfois, on peut empêcher la souffrance avant qu'elle ne se produise. C'est l'un de ces moments. Je regardais mon appartement, mon espace sûr, petit et étouffant. Je regardais cet inconnu avec le danger dans les yeux et l'honneur dans la voix. Je pensais à passer un autre Noël seul, à attendre qu'une menace invisible se matérialise à ma porte. Et je pensais à ce que ma mère disait avant l'accident. Parfois, le choix le plus effrayant est le bon. Si je m'éclaircis la gorge, je dis oui, dis-je lentement. J'ai besoin de garanties. Je dois pouvoir partir si je le souhaite. Je dois pouvoir contacter des gens pour prouver que je vais bien. J'ai besoin de tout ce dont vous avez besoin, m'interrompit-il. Écrivez la liste. Je remplirai toutes les conditions. Votre sécurité et votre confort ne sont pas négociables. Et vous promettez que c'est temporaire? Que dès que la menace aura disparu, je pourrai rentrer chez moi. Vous avez ma parole. Et si vous voulez une assurance supplémentaire, je la mettrai par écrit. Signé, attesté, juridiquement contraignant. Il sortit à nouveau son téléphone. Je peux faire venir mon avocat ici dans 20 minutes. L'absurdité de la situation, un parrain de la mafia proposant des contrats juridiques pour me protéger de lui-même, me fit presque rire à nouveau. Mais il n'y avait rien de drôle dans la façon dont il me regardait, ni dans la sensation de malaise que je ressentais dans mon estomac lorsque je jetais un coup d'œil à la fenêtre et me demandais si quelqu'un était vraiment en train de nous observer. « D'accord, je vous accompagnerai, mais je dois d'abord préparer quelques affaires, me suis-je entendu dire. Un soulagement si profond qu'il en était presque surprenant s'est dessiné sur son visage. « Bien sûr, prenez tout le temps nécessaire. Je vous attendrai ici. » Je me suis retiré dans ma chambre, le cœur battant, me demandant si je venais de prendre la meilleure ou la pire décision de ma vie. J'ai jeté des vêtements dans un sac de voyage avec des mains tremblantes. Des jeans, des pulls, mon ordinateur portable, des chargeurs, des articles de toilette. J'ai pris le chargeur de mon téléphone et l'album photo de mes parents sur ma table de chevet, car j'avais besoin de quelque chose de familier dans cet endroit étrange où j'allais. Quand je suis sorti 15 minutes plus tard, Donado se tenait exactement là où je l'avais laissé, comme s'il avait peur que le fait de bouger m'effraie. Il a pris mon sac sans demander, et ses doigts ont effleuré les miens lors de l'échange. Le contact a été bref mais électrique, et à en juger par la façon dont ses yeux se sont légèrement écarquillés, il l'a ressenti aussi. « Prête? » m'a-t-il demandé. « Non, mais allons-y quand même. » Il a souri, un sourire sincère cette fois, chaleureux et approbateur. « Courageux. »
J'aime ça. Nous avons quitté mon appartement. Donado s'est placé entre moi et la cage d'escalier pendant que nous descendions. Dehors, la neige s'était intensifiée, transformant la rue en un décor de cartes de Noël. Mais la berline noire était toujours là, exactement comme Donado l'avait décrit, et j'ai senti des regards posés sur moi tandis que nous marchions vers un SUV sombre garé le long du trottoir. Un homme que je n'avais pas remarqué auparavant est sorti de l'ombre, large d'épaules, avec une cicatrice qui lui barrait le sourcil gauche. Il a ouvert la porte arrière du SUV sans dire un mot. « Voici Marco », a dit Donado, le chef de ma sécurité. « Il va nous conduire. » Je me suis glissé sur la banquette arrière et Donado m'a suivi, se plaçant entre moi et la fenêtre. Alors que Marco s'engageait dans la circulation, j'ai aperçu une dernière fois mon immeuble et la berline noire qui quittait le trottoir pour nous suivre. Ils nous suivent, ai-je dit, en essayant de garder une voix calme. Je sais qu'ils perdront tout intérêt dès qu'ils comprendront où nous allons. Personne n'est assez stupide pour me suivre jusqu'à chez moi. La main de Donado a trouvé la mienne dans l'obscurité et l'a serrée doucement. « Tu es en sécurité maintenant, Nadia. Je te le promets. » Sa main était chaude, son étreinte rassurante, et contre toute logique, je le crus. J'étais dans une voiture avec un homme que j'avais rencontré 20 minutes plus tôt, conduite vers une destination inconnue. Fuyant le danger, je ne voyais rien. C'était fou. C'était imprudent. Je ne m'étais pas senti aussi vivante depuis 5 ans. « Joyeux Noël », murmurai-je. Je ne savais pas si c'était une blague ou une prière. Donado me serra à nouveau la main, son pouce traçant des cercles sur mes jointures. « Joyeux Noël, Nadia. Bienvenue dans mon monde. » Le trajet dura 40 minutes, nous éloignant de mon quartier familier de Brooklyn pour nous emmener dans des quartiers que je n'avais vus que dans les magazines consacrés à l'élite fortunée de New York. Les immeubles étaient plus hauts, les rues plus propres, les voitures plus chères. Finalement, Marco s'est arrêté devant un gratte-ciel avec un portier et un système de sécurité qui comprenait probablement des scanners ADN. « Tu vis ici ?» ai-je demandé en tendant le cou pour voir les étages supérieurs. Les 3 derniers étages, en fait. L'immeuble appartient à l'une de mes sociétés. J'aime contrôler qui entre et qui sort. Donado m'a aidé à sortir du SUV, sa main fermement posée sur mon coude. « Allez, viens, on va te mettre au chaud. » Le hall d'entrée était tout en marbre et en or moderne, et le portier salua Donado d'un signe de tête respectueux. Nous avons pris un ascenseur privé qui nécessitait une carte clé pour fonctionner, et un jazz doux jouait pendant que nous montions. J'ai regardé les numéros des étages défiler, 30, 40, 50, jusqu'à ce que nous nous arrêtions enfin au 52. Les portes s'ouvrirent directement sur l'appartement de Donato. Je suis sorti et je me suis arrêté, sans voix. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur Manhattan, qui scintillait au loin, la neige tombant derrière la vitre, comme si nous étions à l'intérieur d'une boule à neige. L'espace était immense, ouvert, avec un salon qui pouvait contenir 3 fois mon appartement tout entier. Mais malgré sa taille, il semblait chaleureux. Il y avait des livres sur les étagères, des œuvres d'art qui semblaient avoir été aimées plutôt que simplement chères, et de petits détails qui suggéraient que quelqu'un vivait vraiment d'ici plutôt que de simplement occuper l'espace. Je ne trouvais pas les mots. C'est incroyable. Merci, je l'ai fait rénover il y a quelques années pour qu'il ressemble davantage à une maison qu'à un showroom. Il posa mon sac et ôta son manteau. En dessous, il portait un pull sombre qui mettait en valeur ses épaules, qui auraient probablement pu enfoncer des portes. « Je peux vous offrir quelque chose? Du café? Du thé? Quelque chose de plus fort? Du thé, ce serait parfait. J'ai l'impression d'être encore en train d'assimiler tout ça. C'est compréhensible. Vous avez passé une nuit mouvementée. » Il s'est dirigé vers une cuisine ouverte équipée d'appareils que je n'avais vus que dans des émissions culinaires. « Allez-y, regardez autour de vous. Mettez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous ici, aussi en ici de si longtemps que vous en aurez besoin. » J'ai parcouru la pièce attiré par les fenêtres et leur vue imprenable. La ville s'étendait devant moi comme un circuit imprimé, tout en lumière et en géométrie. D'ici, le danger décrit par Donado semblait lointain, presque irréel. Mais mon reflet dans la vitre me montrait la vérité. Je tremblais, l'adrénaline rattrapant enfin le choc. Donado apparut à mes côtés avec une tasse de thé, dont la vapeur s'élevait dans délicates volutes. De la camomille bonne pour les nerfs. Je l'acceptais avec gratitude,
enroulant mes deux mains autour de la tasse chaude. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous faites cela. Vous auriez pu simplement m'avertir ou demander à quelqu'un de surveiller mon immeuble. Vous n'aviez pas besoin de m'amener ici. Non, je n'étais pas obligé. J'ai choisi de le faire. Il s'appuya contre le cadre de la fenêtre, m'observant avec la même intensité qu'auparavant. Je peux vous dire quelque chose? J'ai l'impression que vous allez le faire de toute façon. Cela lui valut un petit rire. C'est vrai, voici la vérité. Je suis seul à Noël depuis 8 ans. Mes parents sont morts. Mes frères et sœurs se sont dispersés. Mon travail, il ne me reste pas beaucoup de place pour autre chose. J'ai arrêté de fêter Noël il y a des années, car cela me semblait inutile de célébrer une joie que je ne ressentais pas. Il prit une inspiration. Et puis Madame Calibrassi m'a appelé ce soir. Elle s'inquiétait pour sa voisine, qu'elle trouve trop jeune pour être aussi seule qu'elle. Elle vous a décrite comme une personne gentille mais renfermée, blessée mais toujours combative. Et j'ai pensé que peut-être, en te protégeant, nous n'aurions pas à passer Noël seuls. La vulnérabilité dans son aveu m'a fait mal au cœur. Il ne s'agit donc pas seulement de protection. La protection est réelle, le danger est réel. Mais non, il ne s'agit pas seulement de cela. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je suis un homme égoïste, Nadia. J'ai vu une occasion de faire quelque chose de bien tout en me donnant une raison de me sentir humain pendant quelques jours. Si cela fait de moi un opportuniste, qu'il en soit ainsi. J'aurais dû être offensé. J'aurais dû me sentir utilisé. Au lieu de cela, je me suis simplement senti compris comme je ne l'avais pas été depuis des années. Je comprends. J'ai été seul par choix pendant si longtemps que cela a cessé d'être un choix. C'est simplement devenu qui je suis. Qui tu as été, corrigea-t-il doucement. Pas qui tu dois être. Nous sommes restés là, dans le reflet de la fenêtre, deux personnes seules trouvant une compagnie inattendue dans les circonstances les plus étranges. Dehors, la neige continuait de tomber. Et quelque part dans la ville, des hommes mal intentionnés complotaient des actes de violence. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 5 ans. La sécurité. Pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, comme si j'avais trouvé quelqu'un qui comprenait la nuance particulière de la solitude que je portais en moi. « Ta chambre est par là », a dit Donado après un moment, en montrant le couloir. « Salle de bain privée? Ton propre espace? Je suis 3 portes plus loin si tu as besoin de quoi que ce soit. » Et Nadia? Il attendit que je le regarde. Merci de me faire confiance. Je sais que cela n'a pas été facile. Merci de te soucier de moi, même si c'est égoïste. Je souris, me surprenant de moi-même. Joyeux Noël, Donado. Joyeux Noël. Il le disait sincèrement cette fois-ci, comme si les fêtes n'étaient peut-être pas complètement dénuées de sens après tout. Ma chambre était magnifique, décorée dans des tons doux de gris et de crème, avec un lit qui ressemblait à un nuage et des fenêtres offrant une vue imprenable. Je posais ma tasse de thé et m'effondrais sur le matelas, l'esprit tourbillonnant de tout ce qui venait de se passer. 4 heures plus tôt, j'étais seul dans mon appartement, résigné à passer un autre Noël isolé. À présent, j'étais dans un penthouse avec un parrain de la mafia qui, d'une manière ou d'une autre, me faisait me sentir plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des années. C'était fou, c'était impossible. Et allongé là dans l'obscurité, avec la ville qui brillait derrière mes fenêtres, je ne pouvais m'empêcher de penser que tout était sur le point de changer. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil d'hiver qui filtrait à travers des fenêtres inconnues et l'odeur du café qui flottait quelque part au fond de l'appartement. Pendant un instant, je n'ai pas su où j'étais. Le lit était trop confortable, les draps trop doux, le silence trop complet. Puis mes souvenirs me sont revenus. Donado, la menace, la route enneigée à minuit jusqu'à ce refuge penthouse. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai vu qu'il était presque 10 heures du matin, plus tard que je n'avais dormi depuis des années. Il y avait des messages de mon frère à Singapour me souhaitant un joyeux Noël et un appel manqué de Mme Calibrassi. Je me suis promis de la rappeler, puis j'ai enfilé un jean et un pull avant de sortir. Le salon était vide, mais des voix provenaient de la cuisine. Je les ai suivies et j'ai trouvé Donado devant la cuisinière, en train de préparer quelque chose qui se sentait incroyablement bon, tandis que Marco était assis au comptoir en train de lire le journal. Ils ont tous deux levé les yeux quand je suis entré. « Bonjour », a dit Donado en souriant. Il avait l'air différent à la lumière du jour, moins intimidant, plus humain.
Il portait un jean foncé et un simple T-shirt noir qui mettait en valeur ses bras, que je n'aurais certainement pas dû remarquer. Du café, s'il vous plaît, et ça sent incroyablement bon. Une frittata à la saucisse italienne, la recette de ma mère. Il m'a versé du café dans une tasse qui coûtait probablement plus cher que mes factures mensuelles. Joyeux Noël. Comment avez-vous dormi? Mieux que depuis des mois, honnêtement. J'ai accepté le café avec gratitude. Votre lit est comme un nuage, tant mieux. Vous aviez besoin de repos. Il retourna à la cuisinière et je le regardais cuisiner avec l'aisance de quelqu'un qui apprécie vraiment ce qu'il fait. Marco et moi étions justement en train de discuter de la situation avec Clove. Il y a eu des développements pendant la nuit. Mon estomac se noua. Quel genre de développement? Marco plia son journal. Les hommes de Clove ont essayé d'entrer dans votre immeuble à 3 heures du matin. Nos hommes les ont interceptés. Il y a eu une confrontation. Quelqu'un a été blessé? Pas nos hommes. 2 des hommes de Clove sont à l'hôpital avec des blessures qu'ils auront du mal à expliquer. L'expression de Marco était neutre, mais quelque chose dans sa voix suggérait qu'il avait été personnellement impliqué dans ces blessures. Le message a été envoyé, mais cela signifie que Clove sait que nous te protégeons spécifiquement, ce qui compliquait les choses, a ajouté Donado, en dressant les assiettes avec une précision professionnelle. Il va désormais vous considérer comme précieux, soit comme un moyen de pression, soit comme un moyen de me provoquer. Nous devrons donc être extrêmement prudents. Il posa une assiette devant moi et, malgré mon anxiété, j'eus l'eau à la bouche. La frittata était parfaite. Des œufs moelleux parsemés de saucisses et de légumes, recouverts de fromage qui fondait dans la bouche. J'avais vécu si longtemps de plats surgelés que la vraie nourriture me semblait presque décadente. C'est incroyable, dis-je en mâchant. Cuisiner est une forme de méditation pour moi. Quand tout le reste est chaotique, la cuisine a du sens. Il se servit d'une autre tasse de café. Voici ce que je pense. Tu restes ici pendant les prochains jours pendant que nous nous occupons de Clove. Tu seras en sécurité où que tu ailles. Mais surtout, je préfère que tu restes là où je sais que tu es en sécurité. Après le Nouvel An, tout devrait être réglé d'une manière ou d'une autre. Que signifie régler dans ton monde? Cela signifie que soit Clove se retire, soit Donato marque une pause, pesant ses mots, soit il devient définitivement le problème de quelqu'un d'autre. La désinvolture avec laquelle il parlait de violence aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, je me sentais simplement reconnaissante que sa capacité à faire preuve de violence ne soit actuellement pas dirigée vers moi. Et tu es sûr que je serai en sécurité ici? Ce bâtiment est mieux sécurisé que la plupart des installations gouvernementales. Fenêtres par balles, murs renforcés, salles de sécurité à chaque étage. De plus, Marco et 6 autres hommes sont là en rotation spécialement pour te protéger. Il a croisé mon regard par-dessus le comptoir. Je ne laisserai rien t'arriver, Nadia. C'est une promesse. Je l'ai cru. Peut-être étais-je naïve. Peut-être avais-je simplement désespérément besoin que quelqu'un se soucie de moi, mais je le croyais totalement. D'accord, alors je vais rester. Mais j'ai besoin de travailler. J'ai des délais à respecter et des appels vidéo. Je ne peux pas disparaître complètement de ma vie. Bien sûr, installez-vous où vous voulez. Le mot de passe Wi-Fi est sur le réfrigérateur. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit pour travailler, demandez. Il vérifia son téléphone et fronça les sourcils. J'ai des affaires à régler cet après-midi. Marco sera là si tu as besoin de quoi que ce soit. Mais je serai de retour pour le dîner. Tu n'as pas besoin de modifier ton emploi du temps pour moi. Je ne le fais pas. Je dîne toujours à la maison à Noël. Cette année, j'ai de la compagnie. Il a souri et son visage espacé de dangereux à ravageur. De plus, j'aimerais en savoir plus sur la femme que je protège. Considérez cela comme une compensation pour mon hospitalité. Je ne suis pas si intéressante. J'en doute fortement. Il se leva, prit son téléphone et sa veste sur le dossier de sa chaise. Faites comme chez vous, Nadia. Vraiment, tout ici est à votre disposition. Après son départ, le penthouse me sembla à la fois trop grand et trop intime. J'ai installé mon ordinateur portable sur la table à manger et j'ai essayé de me concentrer sur mon travail. Mais mes pensées revenaient sans cesse vers Donado. Sa façon de bouger, la douceur surprenante de ses mains lorsqu'il cuisinait, l'honnêteté brute avec laquelle il avait admis se sentir seul. Il n'avait rien à voir avec l'image que je me faisais d'un parrain de la mafia. Il était complexe, prudent
et portait des blessures que je reconnaissais, car elles ressemblaient beaucoup aux miennes. J'ai travaillé pendant le déjeuner, me perdant dans des feuilles de calcul et des rapports d'analyse. Marco venait régulièrement voir si tout allait bien, m'apportant du café frais sans que je le lui demande, et sa présence discrète était étrangement réconfortante. Lorsque mon appel vidéo avec mon équipe basée à Singapour s'est terminé, il était presque 17 heures et le soleil d'hiver se couchait déjà, peignant le ciel de nuances ambrées et roses. « C'était ton frère », m'a dit Marco depuis la cuisine. Ce n'était pas une question. Je me suis retourné, surprise. « Comment avez-vous? Vous souriez différemment lorsque vous parlez à votre famille. » Plus doucement. Il préparait quelque chose au comptoir. Des légumes à première vue. Donado m'a demandé de commencer à préparer le dîner. Il est en retard, mais il devrait arriver bientôt. Vous cuisinez aussi? Tout le monde dans l'entourage de Donado a plusieurs compétences. Ça nous rend précieux. Il le dit d'un ton neutre, comme si être garde du corps, chef cuisinier, était tout à fait normal. Vous devriez rappeler votre grand-mère, Madame Calibrassi. Elle s'inquiète. Je l'ai donc appelée, m'installant dans le canapé avec mon téléphone. Madame Calibrassi a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix chaleureuse m'apaisant immédiatement. Nadia. Oh, Dieu merci. Je me suis fait tellement de soucis pour toi. Je vais bien, Madame Calibrassi. Je reste chez Donado Ta pendant quelques jours. Il m'a dit que vous lui aviez demandé de prendre de mes nouvelles. C'est vrai. Je sais que tu n'aimes pas en parler, ma chérie. Mais je t'ai vu devenir de plus en plus triste et solitaire ces dernières années. Quand Donado a mentionné des problèmes dans le quartier, je me suis dit, eh bien, je pense que vous avez peut-être besoin de quelqu'un tous les deux. C'est un homme bien, quoi que vous ayez pu entendre. Il a été très gentil, ai-je admis, même si j'ai encore du mal à accepter le fait qu'il s'agisse d'un homme qui essaie d'être meilleur que sa situation. Madame Calibra m'interrompit gentiment. Oui, c'est vrai, son père était cruel, mais Donado est différent. Il protège les gens, prend soin du quartier. Je lui confierai ma vie, Nadia. Tu peux lui confier la tienne. Nous avons discuté pendant encore 20 minutes, et ses paroles pleines de sollicitude m'ont apaisé comme un baume. Lorsque nous avons raccroché, je me sentais plus stable, plus ancré. Madame Calibrasi avait raison. Je devenais de plus en plus triste, laissant mon isolement se transformer en quelque chose de permanent. Peut-être que cette situation bizarre était l'occasion de briser ce schéma. La porte d'entrée s'ouvrit et Donado entra, portant des sacs de course et l'air fatigué. Désolé d'être en retard. Tout a pris plus de temps que prévu. Tout va bien? Demandai-je. Aussi bien que possible, répondit-il en posant les sacs et en retirant sa veste. La neige recouvrait ses épaules, fondant en taches sombres. Mais j'ai apporté des cadeaux. Je me suis rendu compte ce matin que tu n'avais probablement rien prévu pour Noël, dit-il en montrant les sacs. J'ai pris la liberté de m'en occuper. Je m'approchais pour voir et découvrir de magnifiques paquets cadeaux, un nouveau livre d'un auteur que j'adorais, des thés raffinés et des saveurs que je n'avais jamais goûtées, ainsi qu'un pull en cachemire bleu foncé. Cette attention me serra la gorge. Tu n'étais pas obligé de faire ça, j'en avais envie. Noël devrait être synonyme de cadeau, même dans des circonstances étranges. Il s'est approché de moi suffisamment près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, le cèdre et quelque chose de plus chaud. Il y a encore une chose. Il a sorti une petite boîte de sa poche et me l'a tendue. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un petit pendentif en forme de flocon de neige. Donado, c'est trop. Non, ce n'est rien. Mais je l'ai vu et j'ai pensé à toi. Et il s'est arrêté. Une expression vulnérable a traversé son visage. Je voulais que tu aies quelque chose de beau. Pour te rappeler que même les Noëls étranges peuvent avoir de bons moments. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis simplement penché et j'ai embrassé sa joue, sentant son souffle se couper. Merci pour tout cela, pour m'avoir fait me sentir moins seul. Sa main s'est levée pour caresser mon visage, son pouce effleurant ma pommette avec une douceur poignante. Tu me fais aussi me sentir moins seul, Nadia. Ça vaut plus que des bijoux. Nous sommes restés là, dans l'obscurité grandissante, les lumières de la ville commençant à briller derrière les fenêtres. C'était dangereux de m'attacher à un homme dont le monde était construit sur la violence, de me laisser éprouver des sentiments pour quelqu'un que je connaissais depuis moins de 24 heures. Mais ses yeux retenaient les miens avec un désir si ouvert, un espoir si prudent,
que je ne pouvais me résoudre à m'éloigner. Le dîner est prêt, a appelé Marco depuis la cuisine, rompant le charme. La main de Donado est tombée, mais ses yeux sont restés fixés sur les miens. Nous devrions manger, et ensuite vous pourrez peut-être me raconter votre histoire, si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai une histoire? Tout le monde a une histoire, surtout les gens qui choisissent la solitude aussi soigneusement que vous l'avez fait. Il a fait un geste vers la table à manger. Allez, partageons les nôtres autour d'un bon repas et d'un bon vin. Après tout, c'est Noël. Le dîner était composé d'agneaux et de légumes rôtis préparés avec le même soin que Donado avait montré le matin même. Marco se joignit à nous brièvement avant de s'excuser pour aller vérifier les caméras de sécurité, laissant Donado et moi seuls avec les bougies vacillantes dans la ville nocturne en toile de fond. Alors, dit Donado en versant du vin, parle-moi de Nadia Volkov, de qui tu étais avant de décider de disparaître. J'ai pris une profonde inspiration. Mes parents sont morts il y a 5 ans. Dans un accident de voiture, mon frère venait de partir travailler à l'étranger. Et soudain, je me suis retrouvé complètement seul pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas bien géré la situation. Le deuil n'est pas quelque chose que l'on gère bien. On y survit. J'y ai survécu en coupant les ponts avec tout le monde. Mes amis ont essayé au début, mais j'ai continué à décliner leurs invitations et à annuler nos projets jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Puis mon petit ami m'a quitté parce qu'il disait qu'aimer moi, c'était comme aimer un fantôme. Il n'avait pas tort. Je pris une longue gorgée de vin et je suis resté seul. Je me sentais plus en sécurité ainsi que de risquer d'autres pertes. Donado acquiesça lentement. Je comprends. Quand mon père est mort, j'ai tout hérité. Son entreprise, ses responsabilités, ses ennemis. Cela ne laissait aucune place aux relations personnelles. Toute personne que je laissais entrer dans ma vie devenait un handicap, une faiblesse que quelqu'un pouvait exploiter. J'ai donc cessé de laisser des gens s'approcher de moi. Le regrettez-vous? Tous les jours. Mais le regret ne change pas la situation. Il a rempli nos verres. Récemment, je me suis demandé si la sécurité valait le prix d'une solitude perpétuelle. Et quelle conclusion avez-vous tiré? Que la bonne personne vaut peut-être la peine de prendre ce risque? Son regard a croisé le mien avec une intention indéniable. Peut-être que certaines relations méritent d'être protégées plutôt qu'évitées. Mon cœur battait à tout rompre. Donado, je sais, c'est trop rapide, trop intense, complètement inapproprié vu la situation. Il posa son verre de vin. Mais je suis fatigué de faire semblant. Nadia, tu es entrée dans ma vie il y a moins d'1 jour. Et d'une manière ou d'une autre, tu m'as fait me sentir plus humain que je ne l'ai été depuis des années. Ce n'est pas quelque chose qui mérite d'être reconnu. Je le ressens aussi, admis-je doucement. Et cela me terrifie. Je ne sais pas comment faire confiance à cela, comment te faire confiance, comment me faire confiance pour ne pas tout gâcher en fuyant lorsque les choses deviendront difficiles. Alors, ne fuis pas, reste. Voyons ce qui se passe lorsque 2 personnes seules cessent de privilégier la sécurité plutôt que la connexion. Il tendit le bras par-dessus la table et prit ma main. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, Nadia. Mon monde est compliqué et dangereux, mais je peux te promettre d'être honnête. Je peux te promettre que quoi qu'il y ait entre nous, je le protégerai aussi farouchement que je te protège. J'ai regardé nos mains jointes, les siennes grandes et marquées de cicatrices, les miennes petites et tremblantes. Tout ce qui était logique me disait que c'était une idée terrible. Mais assise là avec Donado, la ville scintillant derrière les fenêtres et ses yeux sombres pleins d'un espoir prudent, je ne me souvenais plus pourquoi la sécurité m'avait toujours semblé plus importante que cela. D'accord, ai-je murmuré, je resterai. Pas seulement à cause du danger, mais parce que je veux voir où cela nous mènera. Son sourire était éblouissant. Dieu merci, j'étais prête à lui présenter des arguments beaucoup plus élaborés. Nous avons terminé le dîner en parlant de choses plus insignifiantes, des livres que nous aimions, des films qui nous faisaient pleurer, des petits détails qui craignent l'intimité. Donado m'a parlé de sa mère qui lui avait appris à cuisiner, du vignoble que sa famille possédait en Italie, de son rêve d'avoir un jour une vie qui ne tourne pas autour du territoire et de la violence. Je lui ai parlé de mon travail d'analyse de données, des feuilles de calcul qui avaient du sens alors que les gens n'en avaient pas, de mon amour secret pour les émissions de télé-réalité trash, et petit à petit, les murs que nous avions tous deux érigés ont commencé à s'effriter.
Il était presque minuit lorsque Donado m'a raccompagné à ma chambre. Nous sommes restés debout dans l'embrasure de la porte, aucun de nous ne voulant dire bonne nuit, tous deux conscients que franchir certains seuils changerait tout. Merci pour cette journée, lui ai-je dit, pour les cadeaux, pour le dîner, pour avoir été honnête sur ce que tu veux. Merci de m'avoir donné une raison de fêter à nouveau Noël. Il a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses doigts s'attardant sur ma peau. Dors bien, Nadia. À demain matin. Bonne nuit, Donado. Il s'est retourné pour partir, puis s'est arrêté. Si tu fais des cauchemars, si tu n'arrives pas à dormir ou si tu ne veux tout simplement pas rester seul, ma porte est ouverte. Je ne la ferme jamais à clé, au cas où tu aurais besoin de le savoir. Puis il est parti, me laissant debout dans l'embrasure de la porte, le cœur battant à tout rompre, consciente que je tombais amoureuse d'un homme qui pouvait soit me sauver, soit me détruire, voire les deux. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond, pensant aux portes ouvertes et aux choix impossibles. Quelque part dans le bâtiment, des hommes armés montaient de la garde pour me protéger des menaces extérieures. Mais qui me protégerait de la menace bien plus dangereuse de tomber amoureuse? La réponse, réalisai-je alors que le sommeil m'emportait enfin, était personne. J'étais seul face à cela. Et pour la première fois en 5 ans, je ne me sentais pas en sécurité. J'avais l'impression d'être à l'aube de quelque chose de réel, à la fois terrifiant et exaltant. Les jours suivants se déroulèrent selon un rythme dangereusement domestique. Donado partait le matin pour s'occuper d'affaires dont il ne me donnait pas les détails, et je travaillais depuis le penthouse, échangeant des emails et passant des appels vidéo depuis sa table à manger. Marco restait discret et 2 autres agents de sécurité, Luca et Antonio, se relayaient par équipe. Ils me traitaient avec un respect attentif, et j'avais l'impression que Donado leur avait clairement fait comprendre ce qui leur arriverait s'ils ne le faisaient pas. Les soirées étaient réservées à Donado et moi. Nous cuisinions ensemble, il m'apprenait des recettes italiennes, tandis que je lui faisais découvrir le plaisir discutable des sushis à emporter. Nous regardions des films, blottis aux 2 extrémités de son immense canapé. La distance entre nous diminuait progressivement chaque soir. Nous parlions jusqu'à tard, partageant nos histoires, nos peurs et les petites vulnérabilités qui créent des ponts entre les âmes isolées. Et à travers tout cela, l'attirance grandissait, une chaleur lente et brûlante que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait ouvertement, mais que nous ressentions constamment. Sa main effleurait la mienne lorsqu'il prenait le sel. Je le surprenais en train de me regarder avec des yeux sombres et avides quand il pensait que je ne le voyais pas. L'air entre nous restait chargé, électrique, promettant des explosions si jamais nous cessions d'être prudents. La 3e nuit, je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit était agité par le stress du travail et la peur de ce qui se passerait lorsque cette sécurité temporaire prendrait fin. Allongé dans mon lit, je regardais la neige tomber derrière mes fenêtres, puis je me suis souvenu des paroles de Donado. Ma porte est ouverte, je me suis glissé dans le couloir en pyjama et t-shirt trop grand, le cœur battant à tout rompre. Sa porte était effectivement ouverte et une douce lumière se répandait dans le couloir. J'ai frappé doucement. Entrez. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Je l'ai trouvé dans son lit, torse nu, en train de lire un livre à la lumière d'une lampe de chevet. Il a levé les yeux quand je suis entré, et quelque chose de brûlant a vacillé dans son regard avant qu'il ne se ressaisisse du boyau. « Tu n'arrives pas à dormir ?» m'a-t-il demandé. Mon cerveau ne s'arrête pas de tourner. Je n'arrête pas de penser à rentrer chez moi, à ce qui se passera quand tout ça sera fini. Ah! Je me suis interrompu, incapable d'exprimer ma plus grande peur, celle de m'attacher trop vite à quelqu'un dont la vie ne pourrait jamais vraiment croiser la mienne. Il a posé son livre et a tiré les couvertures en signe d'invitation silencieuse. « Viens ici. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû maintenir des limites. Au lieu de cela, je me suis glissé dans son lit et il m'a attiré contre sa poitrine, ses bras m'enveloppant avec une force prudente. « C'est mieux, » a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Oui, c'est mieux. » Je me suis laissé aller à me détendre dans sa chaleur, sentant son cœur battre régulièrement contre mon dos. « Est-ce que ça te va, ce qu'on fait? » « Nadia, si tu penses qu'il existe un univers où je refuserais de te serrer dans mes bras, c'est que tu ne fais pas attention. » Ses bras se resserrèrent légèrement. « Mais je n'irai pas plus loin. Pas à moins que tu ne le veuilles.
Pas à moins que tu ne sois sûr. Je suis sûr de te vouloir, avouai-je. Je ne suis juste pas sûr de savoir comment vouloir quelqu'un sans tout saboter. Alors nous trouverons ensemble. Pas besoin de saboter quoi que ce soit. Il déposa un baiser sur ma tempe. Dors, Nadia. Je suis là. Je dormis donc dans les bras de Donado Testa, plus en sécurité que je ne l'avais été depuis 5 ans, et rêvais de possibilités auxquelles j'avais cessé de croire. Je me réveillais sous la lumière hivernale, le visage endormi de Donado à quelques centimètres du mien. Son expression dans le sommeil était plus jeune, plus vulnérable. Les traits durs de son visage s'adoucissaient, lui donnant presque un air enfantin. Je le regardais respirer, comptais les fines cicatrices sur sa peau, des histoires que je ne connaissais pas encore, mais que je voulais découvrir, et sentais mon cœur se briser avec une certitude terrifiante. Je tombais amoureuse de lui. Il s'éclaircit la gorge. Il ouvrit les yeux et sourit, encore endormi, chaleureux et complètement sans défense. « Bonjour, bonjour. Désolé d'avoir envahi ton lit. Ne t'excuse jamais pour ça. Envahis-le quand tu veux. » Il a tendu la main et a caressé ma pommette avec ses doigts délicats. « Comment as-tu dormi? » « Mieux que je n'ai dormi depuis des années. Tant mieux. Alors mission accomplie. » Il a commencé à s'éloigner, mais j'ai attrapé sa main pour le garder près de moi. « Donado, qu'est-ce que c'est que notre relation? Qu'est-ce qu'on fait? » Son expression est devenue sérieuse. Je ne sais pas comment l'appeler, mais je sais que je pense à toi constamment. Je sais que je veux te protéger, te garder près de moi dans ma vie. Mais tu me laisseras faire. Je sais que chaque heure que je passe avec toi me semble plus réelle que toutes les années qui ont précédé ton arrivée. Il prit une inspiration tremblante. Je suis en train de tomber amoureux de toi, Nadia, profondément, rapidement et probablement bêtement. Mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, murmurai-je. Et cela me terrifie. Moi aussi. Mais peut-être que d'être terrifiés ensemble vaut mieux que d'être en sécurité seul. Il m'embrassa doucement sur le front. Reste avec moi quand tout cela sera terminé. Pas à cause du danger ou pour te protéger, mais parce que tu veux nous donner une chance de voir si cela pourrait être quelque chose de réel. Avant que je puisse répondre, son téléphone sonna, bruyamment et avec insistance. Il jura doucement et le prit sur la table de nuit, son expression s'assombrissant lorsqu'il lut l'écran. Je dois répondre. Il répondit d'un ton sec. Quoi? Puis écouta, le corps tendu. Quand? Combien? Il écouta encore. Mets tout le monde en position. J'arrive dans 20 minutes. Il raccrocha et se tourna vers moi, l'air sombre. Claude va passer à l'action. L'un de mes entrepôts a été attaqué. Il y a plusieurs victimes. Un frisson glacial me parcourut les veines. Tu vas y aller? Je n'ai pas le choix, mais tu restes ici avec Marco et les autres. C'est peut-être une diversion, un moyen de m'attirer dehors pour pouvoir vous atteindre. Il était déjà en train de s'habiller avec une précision efficace. Promets-moi de rester à l'intérieur. N'ouvre la porte à personne. Ne t'approche pas des fenêtres. Reste en sécurité jusqu'à mon retour. Donado, fais attention, s'il te plaît. Il s'est arrêté à la porte et est revenu vers moi, encadrant mon visage de ses 2 mains. Je le ferai, car j'ai maintenant quelque chose qui vaut la peine de revenir. Il s'éclaircit la gorge, puis il m'a embrassé profondément, avec possession et plein de promesses qu'il ne pourrait peut-être pas se tenir. Et puis il est parti, me laissant seul avec ma peur et la terrible certitude que son monde avait finalement rattrapé notre fragile paix. Les heures qui suivirent furent une torture. J'essayais de travailler, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'essayais de lire, mais je n'arrivais pas à comprendre les mots. Je faisais les 100 pas dans le penthouse comme un animal en cage, sous le regard attentif de Marco. Des alertes d'actualité s'affichaient sur mon téléphone. Un incendie dans un entrepôt à Red Hook, plusieurs blessés, une enquête policière, mais rien concernant Donado en particulier. Rien qui me permette de savoir s'il était sain et sauf. À midi, j'étais au bord de la crise de nerfs. Marco m'avait déplacé dans une pièce intérieure sans fenêtre, la pièce sécurisée dont Donado avait parlé, et son expression était passée de vigilante à véritablement inquiète. « Des nouvelles? » demandai-je pour la 100e fois. « Pas encore. Mais dans notre monde, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. » Il vérifia à nouveau son téléphone, fronça les sourcils, car un silence radio aussi long était inhabituel. « Marco, dis-moi la vérité. À quel point est-ce dangereux?
Il m'a observé longuement, pesant clairement l'honnêteté contre le réconfort. Très dangereux. Kof ne joue plus. C'est la guerre ouverte. Et Donado est sa cible principale. Ces mots ont confirmé mes pires craintes. Nous devrions faire quelque chose. Aller là-bas. Aider d'une manière ou d'une autre. Nous devons rester exactement où nous sommes et suivre les ordres de Donado. Il ne me pardonnerait jamais si quelque chose t'arrivait parce que j'ai abandonné mon poste. L'expression de Marco s'adoucit. Ils tiennent à toi, Nadia. Bayou. Puisqu'il a tenu à quiconque depuis des années, cela fait de toi quelqu'un qui mérite d'être protégé. Je tiens aussi à lui. C'est pourquoi il m'est impossible de rester ici sans rien faire alors qu'il est en danger. Le téléphone de Marco sonna. Il répondit immédiatement, écouta, puis se détendit visiblement. Compris. Nous serons prêts. Il raccrocha et se tourna vers moi avec un air soulagé. Donado va bien. Il est sur le chemin du retour, mais nous allons vous déplacer ailleurs. Il ne fait plus confiance à cet endroit. Clove a des relations dont nous n'avions pas tenu compte. Où ça? Dans un endroit encore plus sûr. Donado t'expliquera quand il arrivera. 20 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Donado entra d'un pas décidé. Il était débraillé, sa chemise déchirée, les jointures ensanglantées, mais il était entier et vivant, et mon cœur faillit éclater de soulagement. Je courus vers lui sans réfléchir, et il me rattrapa, me serrant fort dans ses bras. « Je vais bien », murmura-t-il dans mes cheveux. « Je vais bien, Nadia. Tu saignes. Ce n'est pas mon sang. » Il s'écarta suffisamment pour me regarder. Ses yeux sombres étaient intenses. « Mais nous devons partir maintenant. Club a des gens dans cet immeuble. Des portiers, des agents d'entretien, des gens en qui je pensais pouvoir avoir confiance. On n'est plus en sécurité ici. Où on va? Dans la propriété de ma famille à Westchester. C'est une forteresse. Avec de vrais murs, des gardes armés, tout le tralala. On sera en sécurité là-bas pendant que je termine ça. » Il a pris mon visage entre ses mains. « Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'étais engagé. Si tu veux partir, je m'occuperai de faire disparaître. Nouvelle identité, nouvelle ville, tout ce dont tu as besoin pour repartir à zéro en toute sécurité. C'est ce que tu veux? Que je disparaisse? Mon Dieu, non. Mais je préfère te voir en vie plutôt que près de moi. C'est donc à toi de choisir, Nadia. Viens avec moi dans mon monde ou laisse-moi te protéger à distance. J'ai pensé à mon appartement, à ma vie tranquille, à la sécurité que je m'étais construite en ne laissant personne entrer. J'ai pensé aux derniers jours passés avec Donado, au rire, à la peur, à la vulnérabilité et à la chaleur. J'ai pensé à m'endormir dans ses bras et à me réveiller avec son sourire et la façon dont il me regardait, comme si j'étais la réponse aux questions qu'il s'était posées toute sa vie. Je reste avec toi, ai-je dit fermement. Où que tu ailles, aussi dangereux que ce soit. Je ne m'enfuis pas, Donado. Plus maintenant. Son soulagement était palpable. Alors allons-y. Nous parlerons davantage quand nous serons en sécurité. Nous avons pris un autre ascenseur pour nous rendre dans un garage souterrain dont j'ignorais l'existence. 3 SUV nous attendaient, moteur allumé, avec des hommes armés postés à chaque entrée. Donado m'a gardé près de lui pendant le trajet, son corps me protégeant des menaces que je ne pouvais pas voir. Nous avons roulé pendant plus d'1 heure, quittant la ville pour nous enfoncer dans la campagne enneigée. Le domaine est apparu progressivement, d'abord les murs, puis les portes, puis une maison tentaculaire qui semblait avoir été transportée depuis l'Italie. Les gardes nous ont fait signe de passer plusieurs points de contrôle, et j'ai compté au moins une 12aine d'hommes armés qui patrouillaient dans le domaine. « C'est la maison de votre famille ?» ai-je demandé alors que nous arrivions devant la maison principale. « Depuis 3 générations. Mon grand-père l'a construite quand il a immigré. Il l'a conçue pour résister au siège. Paranoïaque peut-être, mais efficace. Donado m'a aidé à sortir du SUV. Venez, je vous ferai visiter une fois que nous serons à l'intérieur. » La maison était magnifique. L'artisanat traditionnel se mêlait à la sécurité moderne. Donado m'a conduite à travers des couloirs en marbre jusqu'à une suite à la fois luxueuse et confortable. « Voici ta chambre. La mienne est juste à côté. Elles sont reliées par cette porte. » Il m'a fait signe. « Je vais prendre une douche et me changer. Ensuite, nous devons parler de Clove, de nous, de ce qui va se passer. » Donado, j'ai attrapé sa main. Je pensais ce que j'ai dit. Je ne vais pas m'enfuir. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble.
Il m'attira vers lui et m'embrassa, désespérément, comme s'il avait besoin de confirmer que j'étais vraiment là, que je restais vraiment. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nous étions tous deux essoufflés. Je vais mettre fin à tout ça, dit-il d'un ton sec. Koslov, la menace, tout. Et ensuite, je passerai tout le temps que tu me laisseras à te prouver que tu as fait le bon choix en restant. Je sais déjà que c'est le cas. Il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, puis se força à reculer. Douche, discussion, puis nous planifierons comment mettre fin à cette guerre. Pendant l'absence de Donado, j'explorais la suite et tentais de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Tout allait si vite. Le danger, le déménagement, ces sentiments impossibles pour un homme que je connaissais depuis moins d'une semaine. Mais rien dans cette situation ne suivait le cours normal des choses. Quand on rencontrait quelqu'un au milieu du chaos, quand la survie et les émotions s'entremêlaient, les liens se formaient à une vitesse surnaturelle. Un coup à ma porte me fit sursauter. Entrer. Marco entra, l'air plus détendu maintenant que nous étions à l'abri derrière les défenses du domaine. Donado voulait que vous ayez ceci. Il me tendait un téléphone, élégant, cher, manifestement neuf, une ligne sécurisée. Seul son cercle restreint a le numéro. Utilise-le pour appeler qui tu veux afin de les rassurer. Merci. Je pris le téléphone puis posai la question qui me taraudait. Marco, sois honnête. Quelles sont les chances de Donado de gagner cette guerre contre Koff? Donado est stratégique alors que Koff est impulsif, patient, alors que Koff est irréfléchi, mais la guerre est imprévisible et Klov dispose de ressources que nous continuons à découvrir. Il m'a regardé droit dans les yeux, mais je suis avec Donado depuis 10 ans. Je ne l'ai jamais vu aussi concentré qu'aujourd'hui. Le fait d'avoir quelque chose qui vaut la peine d'être protégé le rend plus dangereux, pas moins. Tu veux dire moi? Je veux dire toi. Il se bat pour sa vie. Oui, mais plus que cela, il se bat pour un avenir avec toi. Cela change tout. Après le départ de Marco, j'ai appelé mon frère pour lui faire savoir que j'étais en sécurité. J'ai envoyé un SMS à Mme Calibrazi. J'ai envoyé un email soigneusement rédigé à mon patron pour lui expliquer qu'une urgence familiale m'empêcherait de venir au bureau pendant une semaine supplémentaire. Des tâches quotidiennes pour faire le lien entre cette situation surréaliste et ma vie normale. Donado est revenu une heure plus tard, douché et changé, ressemblant davantage à lui-même. Il s'est installé sur le canapé près de la fenêtre, et je l'ai rejoint, me blottissant contre lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Alors j'ai dit, « Quel est le plan? » Le plan est de faire à Koff une offre qu'il ne pourra pas refuser. Le territoire qu'il convoite en échange de laisser mon quartier tranquille. S'il accepte, nous nous en sortirons tous vivants. S'il refuse, Donado a serré les mâchoires. Alors ça se terminera autrement. Tu veux dire que tu le tueras? Je veux dire que je ferai ce qui est nécessaire pour protéger les personnes dont je suis responsable, y compris toi. Il a pris ma main et a entrelacé nos doigts. Je sais que ce n'est pas la vie que tu voulais. Je sais que t'engager avec moi signifie accepter la violence et le danger comme des constantes. Si c'est trop pour toi, je comprends. Arrête de me donner des excuses, dis-je fermement. Je reste, Donado, à travers les moments effrayants et tout ce qui viendra après. Tu n'as pas à me protéger de toi-même. J'essaye d'être noble. Sois honnête à la place. Dis-moi ce que tu veux. Il se tourna vers moi, ses yeux sombres brûlants d'intensité. Je te veux dans ma vie. Pas seulement pendant cette crise, mais après. Je veux me réveiller à tes côtés, te préparer le petit déjeuner et te faire découvrir mon monde au-delà de la violence. Je veux apprendre à te connaître dans les moindres détails et te laisser faire de même avec moi. Je veux... Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. Je veux construire quelque chose de réel avec toi, Nadia. Quelque chose qui dure. Mon cœur semblait trop grand pour ma poitrine. Je veux ça aussi, tout ça. Même si je suis un criminel, même si les gens te jugeront toujours parce que tu es avec moi. Même si j'ai passé 5 ans à privilégier la sécurité plutôt que les relations, se racle la gorge. Cela m'a rendu solitaire et petit. Tu me fais me sentir à nouveau vivant. Cela vaut la peine de prendre des risques. Il m'a alors embrassé, lentement, profondément, avec beaucoup de promesses. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, son front reposait contre le mien, nous respirions tous les deux difficilement. « Quand tout cela sera terminé, murmura-t-il, je t'emmène en Italie,
dans le vignoble dont je t'ai parlé. Nous boirons du vin, mangerons trop et ferons comme si le reste du monde n'existait pas. Cela semble parfait. Ça le sera, je te le promets. Nous avons passé le reste de la journée à planifier, Donado à coordonner avec ses collaborateurs et à préparer la réunion avec Clove, qui allait tout déterminer. Je restais à ses côtés, lui apportant mon soutien autant que possible, et fus peu à peu présenté aux hommes et aux femmes qui formaient son cercle restreint. Ils me traitèrent avec respect, teintés de curiosité, se posant clairement des questions sur la femme qui avait capté l'attention de leur patron. Ce soir-là, Donado me trouva dans la bibliothèque, en train de regarder les photos de famille accrochées au mur. Ses parents, son enfance, l'histoire de la famille Testa, capturée dans des images fanées. « C'est ma mère », dit-il doucement, en désignant une femme aux yeux bienveillants et au sourire doux. « Elle est morte quand j'avais 16 ans. Un accident de voiture, comme tes parents. Je suis désolé. Moi aussi. Elle était la seule à penser que je pouvais devenir autre chose que ce que mon père me préparait à être. Après sa mort, j'ai arrêté de lutter. J'ai simplement accepté que la violence et le contrôle étaient mon héritage. » Il se tourna vers moi. « Jusqu'à toi. Tu me fais penser qu'elle avait peut-être raison. Que je peux peut-être être plus que ça. Tu es déjà plus que ça, dis-je en me tournant vers lui. Tu protèges les gens. Tu tiens tes promesses. Tu essaies de mettre fin à cette guerre plutôt que de la perpétuer. Ce n'est rien, Donado. Je t'aime. » Il le dit sans dramatisme, juste avec sincérité. « Je sais que c'est trop tôt et probablement fou, mais je t'aime, Nadia Volkov. Et j'avais besoin que tu le saches avant demain. » Les larmes me brûlaient les yeux. « Pourquoi demain? » « Parce que demain, je rencontre Koff. Et si les choses tournent mal, je veux être sûr de te l'avoir dit. Que tu le saches. » Il a pris mon visage entre ses mains. « Je t'aime. Et quoi qu'il arrive, c'est réel. Nous sommes réels. Je t'aime aussi, ai-je murmuré. Et tu reviendras demain. Tu dois revenir car je n'en ai pas encore fini avec toi. » Il m'a embrassé. Et cette fois, aucun de nous deux ne s'est retenu. Nous avons titubé vers le canapé, nos mains explorant, se séparant, pour finalement se débarrasser de nos vêtements qui nous semblaient soudainement être des barrières. Ses mains sur ma peau me donnaient l'impression de rentrer à la maison. Et quand il a murmuré mon nom comme une prière, j'ai su avec une certitude absolue que cela valait tous les risques. Nous avons fait l'amour lentement, tendrement, construisant entre nous quelque chose qui semblait permanent, malgré toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas être le cas. Et après, blotti dans ses bras, près du feu qui crépitait, j'ai pensé à quel point il était étrange que le danger m'ait amené ici, en sécurité, à l'amour, à me sentir entière pour la première fois depuis des années. « Reste avec moi cette nuit », murmura Donado, déjà à moitié endormi. « Chaque nuit, ne retourne pas dans cette autre pièce. »« D'accord, murmurai-je. Je resterai. Et je resterai pour la réunion de demain et tout ce qui suivrait, pour affronter la peur et la violence et le lent travail de construire une vie ensemble. Je resterai parce que fuir ne m'avait jamais rendue heureuse, seulement en sécurité. Et la sécurité sans lien avec les autres n'était pas vraiment vivre. Le lendemain matin arriva trop vite. Donado s'habilla d'un costume qui le faisait paraître tout aussi puissant qu'il l'était. Et je l'aidai à nouer sa cravate, les mains légèrement tremblantes. « Tout ira bien, m'assura-t-il. Marco et 10 autres personnes seront là. Nous nous réunissons en terrain neutre et en public. Clove serait stupide de commencer quelque chose là-bas. Et s'il est stupide, alors je suis prêt. » Il m'embrassa sur le front. « Reste ici. Luca, le lieutenant de Marco, sera avec toi et je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. »« Je t'aime, » dis-je, ayant besoin qu'il l'entende à nouveau. « Je t'aime aussi. »« Et Nadia ?» Il sourit. « Commence à penser à l'Italie. Où veux-tu aller? Que veux-tu voir? Parce que quand je reviendrai, nous planifierons ce voyage. » Puis il est parti et je me suis retrouvé seul avec Luca et mon anxiété, arpentant le domaine et vérifiant mon téléphone toutes les 30 secondes pour des nouvelles qui ne venaient pas. 2 heures ont passé, puis 3. Mon imagination m'a fait imaginer des scénarios de plus en plus terribles. Une embuscade, une trahison, une violence qui laisserait Donado en sang dans un endroit inconnu. J'ai essayé de travailler, de lire, de me distraire, mais rien n'y faisait. Puis le téléphone de Luca a sonné. Il a répondu « Écoutez »
et son expression est devenue soigneusement neutre. Compris. Nous serons prêts. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. C'était Marco. La réunion s'est mal passée. Clove a refusé les conditions et a menacé de déclencher une guerre ouverte. Ils sont sur le chemin du retour, mais ils sont suivis. Nous devons nous préparer à un éventuel siège. La terreur m'a envahi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Clove pourrait essayer d'attaquer le domaine. Nous sommes prêts. Nous l'avons déjà fait, mais cela pourrait mal tourner. Il a fait un geste vers l'intérieur de la maison. Venez avec moi. Il y a une pièce sécurisée au sous-sol. Vous y serez plus en sécurité. Je ne vais pas me cacher dans un sous-sol pendant que Donado mène mes combats. Avec tout le respect que je vous dois, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de Clove qui tente de s'emparer du territoire de Donado. Vous n'êtes que le dernier prétexte en date. L'expression de Luca s'adoucit. Mais vous êtes aussi la raison pour laquelle Donado doit survivre à cela. Alors, laissez-nous vous protéger, s'il vous plaît. Il se battra mieux s'il sait que vous êtes en sécurité. Son raisonnement était logique, même si je le détestais. Je suivis Luca jusqu'à une pièce blindée qui semblait tout droit sortie d'un film d'espionnage. Des murs épais, une alimentation en air indépendante, des écrans diffusant les images des caméras de sécurité installées autour du domaine. 6 autres personnes s'y trouvaient déjà. Des membres de la famille et du personnel, tous nerveux. Puis nous avons attendu. Grâce aux images des caméras de sécurité, j'ai vu arriver des SUV. Le convoi de Donado roulait à vive allure. Derrière eux se trouvaient 3 autres véhicules que je ne reconnaissais pas. Ils étaient bien suivis. Les véhicules ont franchi les portes du domaine à toute vitesse et celles-ci se sont refermées derrière eux, mais pas avant que 2 des voitures qui les poursuivaient aient également réussi à passer. Les hommes armés ont jailli des 2 côtés et soudain, le calme du domaine a fait place au chaos. J'ai regardé avec horreur les coups de feu éclater. Les hommes de Donado se sont mis à couvert derrière les véhicules et les murs, ripostant avec une précision professionnelle. Mais les hommes de Clove continuaient d'affluer, vague après vague, plus nombreux que quiconque ne l'avait prévu. Ça sent mauvais, marmonna Luca en regardant les images. Ils sont trop nombreux. Ce n'est pas un avertissement. C'est une attaque en règle. Sur les écrans, je vis Donato se mettre à couvert, diriger ses hommes, une arme à la main qu'il maniait avec une compétence terrifiante. Il était dans son élément, autoritaire et mortel, et je n'avais jamais eu aussi peur pour quelqu'un de ma vie. La bataille a duré une éternité, mais n'a en réalité duré que 15 minutes. Peu à peu, les forces de Clove ont été repoussées, certaines battant en retraite, d'autres tenant bon. Lorsque le silence est enfin revenu, le domaine ressemblait à une zone de guerre. Luca a reçu un appel, a parlé brièvement, puis s'est tourné vers nous. C'est fini. Les hommes de Clove sont morts ou capturés. Nous sommes en sécurité. Il m'a regardé en particulier. Donato te demande. J'ai couru à travers le sous-sol, j'ai monté les escaliers et je suis sorti dans le parc où la fumée flottait encore dans l'air froid. J'ai trouvé Donato près des grilles, en train de parler avec Marco, du sang sur sa chemise, le sien cette fois, provenant d'une éraflure le long des côtes. Donato. J'ai couru vers lui et il s'est retourné, son expression passant de l'épuisement au soulagement lorsqu'il m'a vu. « Tu vas bien ?» a-t-il murmuré en me serrant dans ses bras malgré sa blessure. « Dieu merci. » Quand j'ai vu combien était entré par les portes, j'ai pensé, il s'est arrêté, serrant mes épaules plus fort. J'ai cru que je ne pourrais pas revenir vers toi. Tu es blessé. Ce n'est rien, à peine une égratignure. Mais il m'a laissé inspecter la blessure, qui était effectivement superficielle mais saignait encore. Allez, rentrons. Nous devons parler. Dans l'infirmerie du domaine, pendant qu'un médecin recousait le flanc de Donado, Marco annonça la nouvelle. Koff n'était pas avec eux. Il avait envoyé ses hommes, mais il était resté en retrait, ce qui signifiait qu'il savait qu'il était en train de perdre, mais qu'il n'abandonnait pas encore. « Alors nous allons le trouver », a déclaré Donato en serrant les dents. « Ce soir, avant qu'ils ne puissent se regrouper ou planifier une autre attaque. Cela doit cesser maintenant. Donado, tu es blessé, j'ai commencé, je vais bien, et je suis fatigué de vivre sous la menace, fatigué de te mettre en danger. » Il m'a attrapé la main. « Je vais mettre fin à tout cela, Nadia, pour nous, afin que nous puissions avoir l'avenir dont nous avons parlé. Laisse-moi venir avec toi. » « Hors de question. Alors ramène-moi chez moi.
Si tu traques Clove ce soir, je veux être dans un endroit familier, un endroit qui me semble familier. Je lui ai serré la main. S'il te plaît, je vise dans ton monde depuis des jours. J'ai besoin de quelques heures pour me rappeler qui je suis en dehors de tout ça. Il m'a observé, visiblement déchiré. Si je te ramène chez toi, tu partiras avec 4 gardes. Tu ne quittes pas l'appartement. Tu gardes ton téléphone allumé et au premier signe de problème, tu m'appelles. Marché conclu. Marché conclu. 3 heures plus tard, j'étais de retour dans mon appartement pour la première fois depuis près d'une semaine. Il était exactement comme je l'avais laissé. Un petit sapin sur la table basse. Un chocolat chaud-froid encore dans sa tasse. Ma vie s'était figée pendant que je vivais celle de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, elle me semblait différente, plus petite, moins comme un sanctuaire et plus comme une cage que j'avais construite pour me protéger de la vie. Les 4 gardes se sont postés autour de mon immeuble. 2 dans le couloir, 2 dans l'appartement, essayant de se faire discret sans y parvenir. J'appréciais leur présence, mais j'avais besoin d'espace. Je me suis donc retiré dans ma chambre pour appeler mon frère et le rassurer que j'allais bien. Nous avons parlé pendant 1 heure de choses sans importance, de son travail, de sa petite amie, du temps à Singapour. Une conversation fraternelle ordinaire qui m'a ramené à la réalité, me rappelant que la vie existait au-delà du danger des guerres mafieuses. Lorsque nous avons raccroché, je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des jours. Je préparais du thé dans ma cuisine lorsque j'ai entendu un bruit provenant du salon. Un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé. Je me suis figé, à l'écoute. L'un des gardes aurait dû m'appeler pour me rassurer, mais il n'y avait que le silence. Le cœur battant à toute rompre, j'ai attrapé mon téléphone et me suis dirigé vers la porte. Le salon était plongé dans l'obscurité. Quelqu'un avait éteint les lumières et je pouvais voir des silhouettes bouger dans l'ombre. 3 silhouettes, trop nombreuses pour être mes gardes. J'ai couru vers ma chambre, claquant la porte et la verrouillant. Mes doigts tremblaient tandis que je composais le numéro de Donado, mais avant que je puisse appuyer sur la touche « Appeler », la porte de la chambre a explosé vers l'intérieur. Un homme que je ne reconnaissais pas m'a attrapé, sa main couvrant ma bouche avant que je puisse crier. « Silence » a-t-il sifflé dans un anglais teinté d'accent. « Viens avec nous. Poste de problème. Tu vivras peut-être. » 2 autres hommes m'ont attaché les mains derrière le dos avec des liens en plastique qui me coupaient les poignets. Ils m'ont traîné hors de mon appartement, passant devant les 2 gardes qui gisaient inconscients, ou pire, dans mon couloir. J'ai essayé de me débattre pour faire du bruit, mais l'un des hommes a appuyé quelque chose de tranchant contre mes côtes. Silence ou j'utilise ça? Compris? J'ai acquiescé, la terreur me rendant docile. Ils m'ont tiré dans l'escalier de service et dans la ruelle derrière mon immeuble. Une camionnette attendait, sa porte latérale ouverte. Ils m'ont poussé à l'intérieur et j'ai atterri brutalement sur le sol métallique. La porte s'est refermée brusquement, me plongeant dans l'obscurité. La camionnette s'est mise en route et j'ai senti des mains m'attacher les chevilles. Puis quelque chose de rugueux a été tiré sur ma tête. Une cagoule bloquait le peu de lumière qui filtrait à travers les vitres de la camionnette. J'ai essayé de ralentir ma respiration pour réfléchir clairement malgré la panique. Donado saurait que quelque chose n'allait pas si ses gardes ne se présentaient pas. Il viendrait me chercher. Je devais juste survivre assez longtemps pour qu'il me trouve. Le trajet a duré 20 minutes, mais la terreur a déformé le temps. Lorsque la camionnette s'est enfin arrêtée et que la porte s'est ouverte, des mains rugueuses m'ont traîné dehors. J'entendais de l'eau. D'après l'odeur et le bruit des bateaux qui craquaient contre leurs amarres, je pensais que nous étions près des quais. À l'intérieur, quelqu'un a donné un ordre et j'ai été poussé en avant, trébuchant sur le sol irrégulier. Une porte s'est ouverte, puis s'est refermée derrière moi. La cagoule a été arrachée et j'ai cligné des yeux dans la lumière fluorescente soudaine. Je me trouvais dans un entrepôt, vide à l'exception de quelques chaises et d'une table. Assis à la table, l'air satisfait lui-même, était un homme que j'ai instinctivement reconnu comme étant Victor Clove. Il était plus âgé que je ne l'avais imaginé, peut-être 60 ans, avec des cheveux argentés et un visage qui aurait pu être beau avant que la cruauté ne le déforme. « Nadia vous love », a-t-il dit dans un anglais fortement accentué. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, la femme qui a dompté Donato Testa. Très impressionnant. Il s'est levé et m'a contourné lentement. On m'a dit qu'il t'aimait, qu'il ferait tout pour te protéger. Est-ce vrai? »
Je ne dis rien, sachant que tout ce que je dirais pourrait être utilisé contre Donado. Clove sourit, silencieux. Impressionnant, lui aussi, mais peu importe. Je sais que c'est vrai. Je vous ai observé toutes les deux. La façon dont il te regarde, la façon dont il risquerait son propre empire pour te protéger. C'est une faiblesse, et j'exploite les faiblesses. Donado te tuera pour ça, ai-je dit, retrouvant ma voix. Tu sais que cela ne se terminera pas comme tu le penses. Peut-être, mais d'abord, il essaiera de te sauver, et c'est là qu'il sera vulnérable. Clove a sorti son téléphone. Je vais l'appeler maintenant. Je vais lui dire exactement où tu es et ce qu'il doit faire pour te récupérer. Et parce qu'il t'aime, il le fera. Il marchera seul dans mon piège. Et j'éliminerai enfin le dernier obstacle qui m'empêche de contrôler toute la ville. Il n'est pas assez stupide pour tomber dans le panneau. L'amour rend tout le monde stupide. Ma chère, toi plus que quiconque devrais comprendre cela. Il composa un numéro et porta le téléphone à son oreille. Voyons à quel point cela rend Donado ta stupide. Je regardais impuissant. Koff délivrait son ultimatum à celui qui avait répondu, probablement Marco. Il donna une adresse, fixa des conditions et menaça de recourir à la violence si elles n'étaient pas respectées à la lettre. Lorsqu'il raccrocha, il souriait. Dans 1 heure, il viendra seul ou je te tuerai. Et quand il arrivera, je vous tuerai tous les deux. Simple, élégant, efficace. Il fit signe à ses hommes. Mettez-la sur la chaise. Assurez-vous qu'elle est bien attachée. Je veux que Tessa la voie quand il entrera. Je veux qu'il soit distrait par la menace qui pèse sur elle. Cela facilitera son assassinat. Ils m'ont attaché à une chaise en métal avec des attaches supplémentaires, me plaçant face à la porte. Mes poignets me faisaient mal et la peur me nouait l'estomac. Mais sous la terreur, la colère brûlait. Je refusais d'être la demoiselle dont la mise en danger avait causé la mort de Donado. Si c'était un piège, je devais trouver un moyen de l'avertir, de perturber le plan de Clove. L'entrepôt avait de hautes fenêtres que je ne pouvais pas atteindre. Je voyais une porte, et probablement d'autres que je ne pouvais pas voir depuis ma position. J'avais compté 6 hommes de Clove, tous armés. Les chances étaient minces, mais Donado ne viendrait pas seul. Peu importe ce que Clove avait exigé, il aurait un plan, des renforts, quelque chose. Je devais juste lui faire confiance et rester en vie assez longtemps pour que ce plan fonctionne. Le temps s'écoulait lentement. Clove était assis à sa table, nettoyant son arme avec une précision méthodique. Ses hommes fumaient et discutaient un temps russe, se raclent la gorge, me jetant de temps à autre des regards comme si j'étais un trophée qu'ils avaient gagné. Je testais discrètement les attaches en plastique, mais elles étaient serrées et me coupaient la peau lorsque je tirais dessus. Puis je l'entendis, le bruit lointain d'un moteur. Clove se leva, ses hommes se mettant en position autour de l'entrepôt. Le piège était tendu et Donado marchait droit dessus. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et mon cœur s'arrêta. Donado se tenait là, seul, se racle la gorge, les mains levées pour montrer qu'il n'était pas armé. Son regard croisa immédiatement le mien et je vis le soulagement et la fureur se refléter sur son visage. « Lâchez-la », dit-il d'une voix d'un calme mortel. « C'est moi que tu dois combattre, Clove. Elle est innocente. Personne qui t'aime n'est innocent, » répondit Clove. « Elle est complice de ton empire simplement parce qu'elle t'a choisi. Et maintenant, elle te regardera mourir avant de te rejoindre. Tu ne me tueras pas. Pas encore. Tu as besoin d'informations. Compte, contact, détails sur le territoire. C'est pour ça que tu me voulais vivant. » Donado fit un pas en avant. « Voici donc mon offre. Laisse-la partir sans encombre et je te dirai tout. Je coopérerai pleinement. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour prendre le contrôle de mes opérations. » Donado, non. J'essayais de me lever, mais la chaise était boulonnée au sol. « Ne fais pas ça. Tais-toi, Nadia. » Il ne me regardait pas, ses yeux rivés sur Koslov. « Tu as déjà gagné. Tu as détruit mon entrepôt, tué mes hommes et capturé la femme que j'aime. J'en ai assez de me battre. Laissez-la partir. » Clove l'observa avec méfiance. « Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que je suis fatigué. Parce que j'ai passé 10 ans à bâtir un empire dont je ne voulais pas et que je suis prêt à y renoncer. Parce qu'aimer cette femme m'a fait comprendre qu'il y a des choses plus importantes que le pouvoir. » La voix de Donado se fit plus rauque. « Laissez-la partir, je vous en prie. Je vous donnerai tout. » Je regardais avec horreur Koff réfléchir. C'était faux. Donado n'aurait jamais capitulé ainsi.
ce qui signifiait que c'était une mise en scène, une diversion, une partie d'un plan que je ne pouvais pas encore voir. Je devais jouer le jeu, aider autant que possible. Si vous me laissez partir, dis-je en faisant trembler ma voix, je le convaincrai de coopérer. Je m'assurerai qu'il vous dise tout. Mais s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal, Clove sourit, appréciant clairement notre désespoir. Comme c'est touchant. Mais je crois que les fenêtres ont volé en éclats. 6 d'entre elles simultanément et des bombes fumigènes ont été lancées, remplissant l'entrepôt d'un épais brouillard gris. J'ai entendu des cris, des coups de feu et le chaos. Donado a bougé plus vite qu'il n'aurait dû être possible, plongeant vers moi. Il a sorti un couteau de je ne sais où et a coupé mes liens en quelques secondes. Restez baissé, m'a-t-il ordonné en me tirant derrière une pile de caisses. L'entrepôt s'est transformé en champ de bataille. Marco et ceux qui semblaient être des dizaines d'autres personnes ont envahi les portes et les fenêtres. Et les hommes de Clove ont riposté. Mais la fumée a donné l'avantage aux hommes de Donado, et en quelques minutes, les coups de feu ont cessé. Lorsque la fumée s'est dissipée, les hommes de Clove étaient à terre. Marco se tenait au-dessus de Cove lui-même, qui était à genoux, un pistolet pointé sur la tête. Donado est sorti de notre cachette, m'entraînant avec lui. « C'est fini, » dit Marco. « Que veux-tu qu'on fasse de lui? » Donado regarda Cove avec une fureur glaciale. Il a menacé une femme innocente, attaqué ma maison, essayé de tuer des gens sous ma protection. Il se tourna vers moi. « C'est à toi de choisir, Nadia. Il a fait ça à cause de toi. C'est toi qui décides de son sort. » Le poids de cette décision menaçait de m'écraser. Je regardais Cove, un homme qui m'avait kidnappé, menacé de mort, qui m'aurait utilisé sans hésiter pour détruire Donado. Tous mes instincts réclamaient une punition, une vengeance. Mais en le regardant dans les yeux, je vis ce qu'il était devenu, empoisonné par le pouvoir, par la violence, par le cycle sans fin des représailles. « Laissez-le vivre, » dis-je doucement. « Mais assurez-vous qu'il ne puisse plus jamais menacer personne. Remets-le aux autorités, à ses ennemis, à quiconque peut garantir qu'il sera impuissant. Mais ne deviens pas comme lui en le tuant. » Donado m'a longuement observé, puis a hoché la tête. « Marco, appelle nos contacts au FBI. Coassa fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt. C'est de l'information qu'ils veulent. Laisse-les l'emmener. Patron, il a essayé de vous tuer. Je sais, mais Nadia a raison. Nous valons mieux que ça. Nous valons mieux que lui. » Donado m'attira contre lui. « Faites-le sortir d'ici et trouvez celui qui lui a donné des informations sur notre sécurité. Je veux savoir qui nous a trahis. » Alors que Marco emmenait Clove, Donado reporta toute son attention sur moi. Ses mains parcoururent mes bras à la recherche de blessures. Son expression était un mélange de soulagement et de peur résiduelle. « Vous allez bien? Vous ont-ils fait du mal? »« Je vais bien. J'ai peur, mais je vais bien. » Je touchais son visage, besoin de confirmer qu'il était réel. « Tu es venu me chercher. Bien sûr que je suis venu te chercher. Tu pensais vraiment que je ne le ferais pas? » Il m'attira dans une étreinte écrasante. Quand Marco m'a dit qu'il t'avait enlevé, je n'avais jamais été aussi terrifié de ma vie. Si quelque chose t'était arrivé, mais ce n'était pas le cas. Nous allons tous les deux bien. Je me suis écarté suffisamment pour le regarder. C'est vraiment fini. La guerre, la menace, tout ça. C'est fini. Les lieutenants de Cause vont se disperser sans lui. Certains viendront me demander protection. D'autres disparaîtront. Mais la menace qui pesait spécifiquement sur toi, elle est terminée. Il a écarté mes cheveux de mon visage avec ses doigts délicats. Tu peux rentrer chez toi, Nadia. Retourne dans ton appartement. À ta vie normale. Tu es libre. Ces mots auraient dû m'apporter un soulagement. Au lieu de cela, ils m'ont donné l'impression qu'une porte se refermait. Et nous, c'est à toi de décider. Son expression est devenue vulnérable. Je pensais ce que j'ai dit. Je veux que tu fasses partie de ma vie. Mais je comprendrai si cette semaine a été trop difficile pour toi. Si tu as besoin de distance, de temps pour digérer tout cela, ou simplement d'espace pour déterminer ce que tu veux. Je pensais à mon appartement, à ma petite vie, à la sécurité que je m'étais construite en tenant tout le monde à distance. Puis je repensais aux 6 derniers jours passés avec Donado, à la peur et au danger, certes, mais aussi au rire, à la complicité et au sentiment d'être vivante pour la première fois depuis des années.
Je repensais à ses mains préparant le petit déjeuner, à sa voix lisant de la poésie, à la façon dont il me regardait, comme si j'étais la réponse à toutes les questions qu'il avait peur de poser. Emmène-moi en Italie, ai-je dit. Le vignoble dont tu m'as parlé. Allons dans un endroit où nous pourrons être Nadia et Donado, sans danger, sans empire, sans rien de tout cela, et découvrons qui nous sommes quand rien ne menace de nous séparer. La joie a transformé son visage. Tu es sûr? Je suis sûr de t'aimer. Je suis sûr de vouloir construire quelque chose de réel avec toi. Pour le reste, nous verrons au fur et à mesure. Je me suis mise sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé. Alors oui, emmène-moi en Italie. Montre-moi ton monde où il n'y a que du vin, du soleil et nous. Demain, m'a-t-il promis en me serrant à nouveau contre lui. Nous partirons demain. Et Nadia a-t-il ajouté d'une voix brute et sincère, merci de m'avoir donné ma chance. Merci de ne pas avoir fui alors que tu aurais probablement dû. Merci d'avoir choisi notre couple. Merci d'avoir frappé à ma porte à minuit le jour de Noël, de m'avoir fait me sentir moins seul, de m'avoir montré que la sécurité n'est pas synonyme de bonheur. Nous sommes restés là, dans l'entrepôt, entourés des traces de la violence, nous serrant l'un contre l'autre comme si nous étions des bouées de sauvetage. Ce n'était pas la fin romantique dont j'avais rêvé quand j'étais petite. Pas de cheval blanc, pas de déclaration parfaite, pas de promesse que tout serait facile. Mais c'était réel. Et après 5 ans passés à privilégier la sécurité plutôt que l'essentiel, la réalité était exactement ce dont j'avais besoin. Rentrons à la maison, murmura Donado. Au domaine. Nous ferons nos valises, nous nous organiserons, et demain, nous commencerons notre véritable premier rendez-vous en Toscane, avec du vin, des pâtes et absolument aucune fusillade. Cela me semble parfait. Il garda son bras autour de moi tandis que nous sortions de l'entrepôt et entrions dans la froide nuit de décembre. La ville scintillait autour de nous, indifférente aux petits drames qui s'étaient joués dans son ombre. Mais je n'étais plus la même femme qui avait passé Noël seule dans son appartement. Cette femme était en sécurité, mais vide. La femme qui marchait aux côtés de Donadoa était terrifiée, marquée par les cicatrices, mais plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Parfois, les choix les plus effrayants sont les bons. Parfois, des étrangers deviennent une famille en l'espace d'une semaine. Parfois, le danger vous oblige à affronter ce que vous voulez vraiment plutôt que ce que vous pensez devoir souhaiter. Et parfois, un coup frappé à votre porte à minuit change tout. 3 mois plus tard, je me tenais dans un vignoble en Toscane, regardant le soleil se coucher sur les collines ondulantes. Donado m'enlaça par derrière, le menton posé sur mon épaule. « Heureux », murmura-t-il avec délice. Et je l'étais. Nous avions passé les derniers mois à voyager en Italie, en France et en Espagne, laissant la violence et la peur s'estomper dans nos souvenirs. Nous avions discuté pendant des heures de ce à quoi nous voulions que nos vies ressemblent. Donado se retirait progressivement de ses activités les plus dangereuses, déléguant à des personnes de confiance, construisant quelque chose de plus légitime. Et j'apprenais que mon travail à distance pouvait être effectué de n'importe où, que je n'avais pas besoin de me cacher dans mon appartement pour me sentir en sécurité. Nous avions acheté une petite maison près du vignoble, notre refuge. C'est Donado qui l'appelait ainsi. L'endroit où nous venions lorsque son monde devenait trop intense ou lorsque j'avais besoin de me rappeler que la sécurité et les relations pouvaient coexister. « Je t'aime », lui ai-je dit en me tournant dans ses bras. « Je sais que je le dis tout le temps, mais j'ai besoin que tu le saches. Je t'aime aussi, chaque jour plus que le précédent. » Il m'a embrassé doucement. « Merci d'avoir dit oui cette nuit-là, de m'avoir fait confiance alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Merci d'avoir frappé à ma porte, d'avoir été assez têtu pour me faire choisir la vie plutôt que la fuite. » Je l'ai embrassé en retour. Le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. Un gangster au cœur d'or qui s'est présenté à ma porte. Il a ri, d'un rire chaleureux et libre. Le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Une femme courageuse qui a su voir au-delà du danger pour découvrir la personne qui se cachait derrière. Nous sommes restés là, debout, tandis que le soleil peignait le ciel de nuances dorées et roses. 2 personnes seules qui s'étaient trouvées de la manière la plus improbable qui soit et avaient construit quelque chose de durable à partir des cendres de nos vies solitaires. Ce n'était pas parfait. Il nous restait encore son monde à découvrir.
mon traumatisme à guérir et le travail constant de construction de la confiance et de l'intimité. Mais c'était réel, et cela en valait la peine. J'avais passé 5 Noëls seul à construire des murs pour me protéger de la douleur. Puis Donado Testa a frappé à ma porte à minuit et m'a montré que la seule chose plus douloureuse que la perte était de ne jamais laisser quelqu'un s'approcher suffisamment pour perdre, que la sécurité sans connexion n'était pas vraiment vivre, que parfois, le choix le plus dangereux, ouvrir son cœur, malgré toutes les raisons de ne pas le faire, était aussi le plus nécessaire. Et debout dans ce vignoble toscan avec l'homme que j'aimais, je savais avec une certitude absolue que je referais le même choix à chaque fois, pour toujours, parce que certains coups frappés à votre porte changent tout. Et parfois, la personne de l'autre côté est exactement celle que vous attendiez, même si vous ne saviez pas que vous l'attendiez.